OK, bah, merci beaucoup. Merci, bonjour tout le monde, enchanté donc effectivement, je m'appelle Emilien. Effectivement, je suis le CEO d'une boîte aujourd'hui qui s'appelle Super Indep et aujourd'hui je vais vous parler de comment se lancer en tant que dev freelance. Hem et du coup, moi en tout cas, si j'étais à votre place, je me dirais: «Pourquoi un CEO viendrait nous expliquer comment être dev? Il a sûrement jamais tapé une ligne de code de sa vie». Et ben, en fait si, j'ai fait, 10 ans de dev à mon compte, donc depuis 2013 et en fait tous les 3, donc Florent et Clément, on est avant tout des devs, freelance. Florent, il s'est lancé en 2011 et Clément et moi, on s'est lancés en 2013, alors avec des EURL à l'époque, parce que la micro-entreprise s'était pas encore adaptée pour faire du dev, à cause des plafonds qui étaient 2 fois plus bas qu'aujourd'hui, même plus de 2 fois plus bas qu'aujourd'hui. Et il se trouve que, ben, pendant nos aventures de freelance, on a accompagné tout un tas de gens parce que vous verrez, quand on devient freelance, ben, naturellement, les gens autour de vous qui s'intéressent au freelancing, ils vont se tourner vers vous pour vous poser tout un tas de questions. Et nous, on faisait déjà un certain nombre de conférences, de meet-up et cetera et du coup, il y avait beaucoup de gens qui nous posaient des questions sur comment se lancer. Si bien qu'en 2016, on a lancé, une association qui s'appelle Hack Your Job et dont l'objectif était justement d'aider des salariés de la tech qui voulaient devenir freelance. Et à travers cette aventure du coup et par ailleurs avec d'autres gens qu'on a pu accompagner, bah, en fait, on a passé, des années à accompagner des dizaines de personnes et en gros, ce qui nous a vraiment je dirais ce qui nous a le plus choqué, ce qui nous a un peu traumatisé, c'est vraiment l'aspect administratif. C'est-à-dire que ça nous semblait complètement délirant que des gens puissent, avoir le courage de se lancer, trouver des clients, qu'ils aient la tech et enfin, qu'ils soient suffisamment bons techniquement pour bosser, qu'ils arrivent à trouver des clients. Bref, il y avait tout ce qu'il fallait dans le freelancing et puis qu'ils se faisaient avoir pour des raisons administratives, toutes débiles. Voilà, moi, par exemple, personne m'avait parlé de ce qu'on appelle la CIPAV, l'organisme de retraite et j'ai appris au bout de 3 ans que je leur devais plus de 30 000 € alors que j'avais un expert comptable, hein. Je pensais que typiquement je serais informé de ce genre de choses, mais en fait non. Et alors c'est à cette époque-là qu'est née l'idée de se dire: «Franchement, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution à ça». Quelle solution on pourrait trouver? En tant que tech, on s'est dit: «Bah, en fait, ce qui est d'autant plus triste, c'est que toutes ces infos-là, savoir si vous avez des dettes, si vous avez des problèmes et cetera, en fait, la plupart du temps, c'est dispo en ligne. C'est juste que personne nous explique et on ne sait pas où aller chercher ces informations». Du coup, on va développer un outil qui va aller chercher ces informations en temps réel et du coup qui va pouvoir vraiment rassurer nos clients en leur disant: «Bah, en fait, si vous êtes chez nous, vous recevrez jamais ce fameux courrier anxiogène de l'URSSAF ou des impôts qui vous réclament des sous. Parce que nous, toutes les nuits, on va vérifier que tout se passe bien de façon complètement automatique». Et en plus de faire ça, bah, du coup, vu qu'on peut récupérer de la data pour vérifier tout ce qui se passe, on va aussi pouvoir pousser des déclarations. Et puis avec le temps et pour des raisons, entrepreneuriales et si ça vous intéresse, je pourrais le détailler, mais en gros, on s'est vraiment focus sur les auto-entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ceux, qui sont le plus délaissés sur le marché justement en termes d'accompagnement. Précisément parce que les comptables s'en occupent pas ou très peu et en fait, c'est pour une bonne raison, c'est justement parce que l'auto-entreprise a été pensée pour ne pas que vous ayez de comptabilité à faire. Ce qui fait que les auto-entrepreneurs étaient encore plus seuls que les autres et il se trouve que depuis le doublement du plafond qui a eu lieu en 2018, bah, c'est vraiment un statut qui a explosé et donc on s'est dit: «OK, on va déjà essayer d'aider tous ceux qui ont ce statut-là pour résoudre ce fameux problème administratif avec cette approche d'aller chercher de la data en temps réel pour te garantir que tu auras jamais de soucis». Et donc on fait ça depuis 2018. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1 000 clients, on est une dizaine en tout dans la boîte et en gros, pour comprendre en 2 secondes ce que peut proposer Super Indep à quelqu'un, qui voudrait être freelance, bah, en gros, c'est ce que vous attendriez d'un comptable, mais encore mieux parce qu'on va vraiment être proactif, et vraiment dédié aux auto-entrepreneurs par contre. Donc on va pouvoir vous accompagner sur la création, on va automatiser toutes les déclarations à partir de notre outil de facturation. D'ailleurs, même si vous n'utilisez pas notre outil de facturation, on peut quand même automatiser toutes vos déclarations à partir des données que vous allez saisir ou importer chez nous. Et si jamais il y a une anomalie qui est détectée parce qu'il y a un problème, sur une déclaration ou quoi que ce soit, ben, on va automatiquement la résoudre pour vous. Donc voilà ce que c'est Super Indep. Voilà comment c'est né et voilà pourquoi, moi aujourd'hui je peux éventuellement être légitime pour vous parler de comment se lancer en tant que dev freelance. Parce qu'en fait, moi je suis dev depuis 2009 et je suis à mon compte depuis 2013. Donc en fait, on a choisi de monter une boîte à 3 techs, ce qui est relativement rare. Hem et du coup, on s'est réparti les rôles et donc aujourd'hui, moi j'ai le rôle de CEO, mais concrètement, je passe quand même pas mal de temps à faire du dev
en plus de tout ce que je peux faire effectivement pour la représentation de la boîte en termes de CEO. Et donc voilà, on a cofondé avec Job, donc aussi avec Florent et Clément et Super Indep, et j'ai aussi écrit du coup un livre qui s'appelle Code Freelance, que vous pourrez, trouver en ligne sur le site de The Book Edition, parce qu'en fait c'est de l'auto-édition, dont le sujet est précisément comment se lancer dans la tech, comment se lancer en freelance pardon, quand je suis dans la tech. Donc en gros, comment être un codeur en freelance et comment, s'épanouir dans ma passion du dev. Et là-dedans, donc je donne plein de tips sur comment se lancer, mais aussi vraiment sur, la vision en fait de l'industrie et comment se placer sur l'industrie pour que ce soit vraiment intéressant et pertinent en tant que dev. Donc ça pour dire que à titre personnel, en fait, j'ai pu, bah, non seulement j'ai été freelance, mais en plus j'ai pu accompagner des centaines de gens à se lancer, beaucoup de gens dans la tech, mais pas que, puisque du coup avec Super Indep, pour le coup, on n'est pas dédié, aux développeurs, hein, on accompagne tout type d'auto-entrepreneurs. Voilà, on a des je sais pas, des boulangers, des photographes, des gens qui sont dans la santé, donc il y a vraiment de tout. Et donc je commence à avoir quand même un certain recul sur la situation et du coup, bah, profitez-en pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Au niveau du sondage, je vois que justement la crainte de ne pas savoir gérer l'administratif ressort, à peu près en top, ex aequo avec autre. Alors du coup, quand vous avez mis autre, bah, hésitez pas dans le chat à nous préciser, un petit peu les raisons, qu'est-ce qui vous retient pour vous lancer en tant que freelance, quoi? C'est vrai, est-ce qu'on a mis le fait de pas trouver de clients? Non, on n'a peut-être pas mis ça. C'était un peu lié à la sécurité, enfin, à l'insécurité financière. Mais ouais, souvent il y a ça qui remonte aussi, le fait de pas trouver de clients. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat effectivement, les raisons pour lesquelles, vous hésitez encore à vous lancer. Moi, je vous le dis et je pense que aujourd'hui, je connais à peu près aucun dev qui ait franchi le pas et qui soit revenu en arrière, ou alors pour des trucs, vraiment délirants, genre bosser dans des grasses boîtes, avec des salaires à 6 chiffres. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une façon de s'épanouir. Si vous êtes passionné par ce boulot-là, c'est une très, très bonne façon, de vous faire plaisir, quoi. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est déjà pourquoi se lancer? Parce que c'est quand même la première question qu'il faudrait vous poser. OK, tout le monde parle de freelancing, mais finalement, pourquoi ce serait intéressant de se lancer? On va essayer de discuter un peu des mythes et des légendes. On va parler d'argent, donc lâchez-vous là aussi, hein, moi j'ai aucun problème avec le fait de parler d'argent, donc profitez-en et si jamais vous vous posez la question, bah, sachez qu'il est beaucoup, beaucoup moins rentable d'être CEO d'une start-up, même si on a levé des fonds en décembre dernier, que d'être freelance, à son compte et de loin, ça a vraiment rien à voir. Ensuite, donc, on va parler des différents statuts, des optimisations à connaître à la création, des petits tips pour bien se lancer et puis, un petit tour aussi sur les assurances justement. Bah, d'ailleurs, Louis en a un peu reparlé, mais c'est important, ces histoires d'assurance. En fait, c'est tout ce à quoi il va falloir que vous pensiez et duquel, potentiellement personne, ne va vous parler. En tout cas, comme on va considérer que vous êtes à votre compte, vous êtes censé savoir tout ça et vous êtes censé, le gérer par vous-même. Donc ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'il y a des choses, quand vous étiez salarié, qu'on gérait pour vous et là, évidemment, qu'il va falloir gérer maintenant par vous-même. Alors pourquoi se lancer? Clairement, la meilleure raison et de loin, c'est en général pour le côté liberté. Liberté, souvent quand on est dev, ça veut dire dans le choix des missions qu'on fait, des gens avec qui on travaille. Ça veut aussi dire, et là c'est pour tous les freelances en général mieux choisir ses horaires et son lieu de travail. Par exemple, il y a un truc qu'on a remarqué depuis longtemps, c'est que c'est beaucoup plus facile de bosser en remote, quand on est dev que quand on a d'autres postes. Enfin quand on est dev freelance pardon, que quand on a d'autres postes. Me demandez pas pourquoi, mais moi ça m'est arrivé sur un nombre, incalculable de missions où j'étais le seul à être autorisé à faire du remote et les autres étaient obligés d'aller au bureau. Mais moi, parce que j'étais un freelance et que j'étais pas interne à la boîte, bah, du coup, j'avais cette possibilité-là et souvent, de toute façon, je le mettais dans la négociation, puisque pour moi, c'était un point qui était assez important. On va vraiment pouvoir adapter sa rémunération aussi. Alors oui, en général, hein, quand on est freelance, on gagne plus d'argent, mais en fait, ce qui est important, c'est surtout de comprendre, c'est le côté liberté. Parce qu'en fait, plus d'argent, ça veut surtout dire plus de liberté. Concrètement, ça veut dire, bah, tiens, je suis peut-être pas obligé de bosser 5 jours sur 5. Peut-être que je peux prendre plus de vacances. Peut-être que, je peux bosser le minimum syndical et vivre au fin fond de la campagne et me faire hyper plaisir quand même. Bref, le truc, c'est vraiment de trouver ce qui vous convient, ce qui vous correspond. C'est pas juste se dire: «Je vais gagner plus d'argent». Mais ce côté argent, bah, j'en parle de toute façon
Dans le bouquin, objectivement, être dev freelance, c'est pouvoir travailler moins et gagner plus. C'est un fait. C'est pas toujours agréable à entendre, pour les gens qui aiment pas le freelancing, mais c'est comme ça. En fait, on va regarder après les chiffres, mais concrètement, on gagne beaucoup plus en freelance, parce que on porte aussi beaucoup plus de risques. Donc on va aussi en parler. Après, il faut bien comprendre que ça dépend directement de notre travail, donc ça, c'est souvent un truc qu'on apprécie. Enfin, moi, je sais que quand j'étais dev, en société, un des trucs qui me frustrait quand j'étais salarié, c'est que du coup, ma rémunération n'était pas liée à ma quantité de travail, quoi. Donc c'est toujours un peu démotivant de te dire, bah, finalement, que je m'arrache ou que je fasse rien comme celui d'à côté, j'ai le même salaire, quoi. Alors que du coup, quand on est en freelance, bah, c'est sûr que si on bosse 200 jours dans l'année, en général, on va avoir une très grosse rémunération. Si on bosse que 100 jours, bah, on aura une plus petite rémunération, mais au moins on saura pourquoi. Donc c'est assez intéressant d'avoir un indicateur direct entre nombre de jours travaillés et rémunération. Et concrètement, voilà, on va gagner entre 1,5 fois à 4 fois plus qu'en étant salarié. Évidemment, c'est pas en claquant des doigts, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est une recette magique. Ça demande du travail si vous voulez, potentiellement gagner beaucoup d'argent, puisqu'il faut être légitime, il faut être, au bon niveau, il faut se former, il faut, communiquer, il faut faire des conférences et cetera. Donc c'est loin d'être simple. Mais dans tous les cas, vous gagnerez plus, mais pour une bonne raison, encore une fois, c'est parce que vous portez plus de risques. On va en parler aussi juste après. Il faut bien être conscient, notamment du risque principal, qui est le risque de ne pas avoir de mission. Concrètement, si vous ne travaillez pas, en freelance, vous ne gagnez rien. Point. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Vous ne gagnez rien si vous ne travaillez pas. Éventuellement, si c'est pour un accident et que vous aviez prévu une prévoyance, etc., vous serez un peu dédommagé, mais ce sera déjà très loin de ce que vous gagnez en temps normal. Et le principe, c'est vous travaillez, vous gagnez beaucoup, vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. D'où le fait d'ailleurs que vous gagnez beaucoup quand vous travaillez, puisque du coup, vous êtes censé gérer votre propre risque d'intermission, votre propre risque, d'accident, et cetera. Il y a beaucoup de trucs qui sont, racontés sur le freelancing. Il y en a qui sont vrais, il y en a d'autres qui sont faux. Par exemple, on voit beaucoup de gens, même des fois, qui s'en vantent, de travailler le week-end ou travailler les soirs. Hem, Ça, c'est vraiment une grosse connerie. En fait, si vous travaillez enfin, après, ça dépend ce que vous appelez travailler. Si vous considérez que vous former, aller à des conférences, faire votre comptabilité, c'est travailler, alors oui, vous allez travailler au 5/5. Mais si vous considérez que travailler, c'est vous poser derrière un PC et taper des lignes de code et être payé pour ça, dans ce cas-là, non, vous travaillerez pas au 5/5 et heureusement parce que justement, si vous passez en fait tout votre temps, possible à travailler, bah, pour des clients, automatiquement, derrière, effectivement, vous avez quand même encore de l'administratif à gérer, il va falloir vous former, il va falloir gérer vos vacances et cetera et donc si vous êtes déjà à plein temps, bah, ça veut dire qu'il vous reste que les soirs et les week-ends pour gérer ça. Donc vous ne voulez pas travailler à plein temps, autant que possible et c'est notamment ce que vous permet justement en général le niveau de rémunération que vous avez. Il vaut mieux gagner un peu moins au 4/5 et pas être obligé de se crever la vie, le week-end pour faire des conférences ou se former, plutôt que, voilà, bosser à plein temps. Il y a Redouane du coup qui disait: «J'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir une mission full remote de dev en France». Moi, je suis hyper biaisé, donc j'ai envie de te dire que non, mais en fait, c'est comme tout, je dirais je tournerai le truc en disant: «Ce qui est compliqué quand tu te lances, ça c'est un fait, c'est de trouver la mission qui va te plaire». Faut pas croire que juste parce que tu es freelance, d'un seul coup, voilà, je parlais de la liberté juste avant, c'est pas parce que juste tu viens de te lancer en freelance et du coup c'est génial, tu vas trouver des missions hyper intéressantes, avec toutes les modalités que tu veux et hyper bien payées. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est que d'abord, en fait, quand tu vas te lancer, comme tout le monde, tu vas flipper, moi le premier disant: «Ouais, tout le monde dit qu'il y a des missions, mais quand même, je sais pas trop si je vais en trouver une, franchement, et si je me retrouve sans rien, et puis ma femme, elle va râler, puis je vais plus pouvoir payer la maison». Donc on flippe, c'est normal. Puis en fait, très rapidement, du coup, souvent la première opportunité qu'on reçoit, on saute dessus. Même si elle est pas très bonne, on fait: «OK, super, c'est 200 balles par jour, rien à foutre, je vais pouvoir manger, je suis content» et du coup, on se lance là-dessus et puis on bosse comme ça 1 mois, 2 mois, puis en fait, on se rend compte que déjà on arrive à générer rapidement beaucoup d'argent. Et là, du coup, on commence à se détendre un peu, à prendre un peu de recul et c'est souvent, du coup, quand tu vas commencer à choisir ta deuxième, troisième mission
où là, tu vas comme pouvoir être beaucoup plus sélectif parce que tu auras un peu d'argent de côté, tu seras beaucoup plus serein par rapport au marché, tu seras plus réaliste par rapport au marché et du coup, tu auras beaucoup plus d'exigences et là, ceux qui vont arriver en te disant: «Ouais, j'ai une mission à 300 mais il faut que tu commences demain», tu vas dire: «Oh non, je préfère attendre une semaine de plus, il y a des chances que je trouve mieux». Et c'est comme ça, petit à petit, que tu vas trouver des missions plus intéressantes. En plus du fait parce qu'il s'agit pas juste d'être une diva, hein, dans la vie, c'est pas juste, «Oui, et ben, moi, je veux être payé 800 euros par jour et je veux travailler de chez moi et je veux bosser dans le langage qui m'intéresse». Non, si vous voulez ça, c'est possible, mais il faut le mériter. Le mériter, ça veut dire qu'il faut être bon, ça veut dire qu'il faut vous former, ça veut dire qu'il faut être visible, ça veut dire qu'il faut apporter de la plus-value à vos clients, tout simplement. Un client qui pense que vous valez 800 euros par jour, il aura aucun problème à vous les payer. Mais il faut pas juste dire: «Ouais, c'est parce que je suis dev qu'il faut me payer 800 euros. Non, il faut dire: «Bah, attends, je me suis formé sur ça, moi je suis un cadre sur, bah, je sais pas, je crois que Louise parlait de React avant ou enfin peu importe ou sur Azure, bref, les sujets qui vous intéressent. Moi je suis un cadre là-dessus, vous en avez besoin, pas de souci, par contre mon tarif c'est ça». Donc voilà, et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à avoir des missions qui nous intéressent et moi, par exemple, quand je me suis lancé, très rapidement, un de mes critères, c'était: je ne veux que des missions sur lesquelles ils sont au moins intéressés pour mettre en place des tests unitaires. Ça, c'était le premier point et puis, petit à petit, j'en ai trouvé de plus en plus facilement et du coup, mon deuxième critère, c'était: bon, maintenant, il faut au moins qu'ils travaillent déjà en TDD, comme ça, je peux bosser sur l'étape suivante et puis ça a fini par fonctionner aussi et puis, du coup, mon troisième critère, c'était: «OK, maintenant, je veux bosser que sur des langages fonctionnels» et voilà. Et donc petit à petit, vous allez rajouter des critères, vous allez monter en valeur et vous allez, pouvoir construire comme ça effectivement, ce qui vous intéresse et trouver les missions qui vous intéressent. Mais c'est sûr que c'est pas dès la première mission que ce sera tout rose, hein, il faut pas rêver à ce niveau-là. Vous pouvez avoir de la chance, mais la plupart du temps, c'est plus vous aurez d'expérience en tant que freelance et plus vous allez trouver des missions qui vous intéressent et donc si le remote est un sujet pour vous, bah, vous le mettrez dans vos sujets de recherche et vous arriverez à trouver des missions en remote sans problème. Hem, donc très important ce côté insécurité quand on est en freelance, vous avez pas de chômage. Moi, j'aime bien parler de ce côté high risk, high reward. Voilà, effectivement, vous avez pas de chômage, mais en fait, aujourd'hui, des fois, je me dis, si on prenait tous les salariés en France et qu'on leur disait: «Ben, écoute, en fait, je te propose de multiplier ton salaire par 2, par contre, tu as plus droit au chômage». Je pense qu'il y en a beaucoup qui se poseraient quand même la question et qui se diraient: «Alors là, aucun problème». Et en fait, en tant que dev, pourquoi c'est pas un problème? Bah, parce qu'on a cette chance incroyable d'être sur un marché hyper tendu, où il y a énormément de demandes. Du coup, bah, c'est la fête du slip parce que certes, vous n'avez pas le droit au chômage, mais en même temps, vous en avez pas besoin. Moi, en tout cas, en 10 ans de carrière, j'en ai jamais eu besoin. Enfin, du coup, 10 ans en tant que freelance. Et d'ailleurs, même quand je me suis lancé, comme j'avais démissionné, j'avais pas droit au chômage et voilà et pourtant ça s'est très, très bien passé quand même. Par contre, il y a un truc qui est vrai, quand vous serez freelance, vous allez pas pouvoir, emprunter et ça, bah, c'est casse-pied, parce qu'il vous faut 3 bilans, en fait. Donc c'est je sais, c'est frustrant, hein, parce que même si vous gagnez, je sais même si vous faites 20 000 € de CA par mois, bah, en fait, si vous avez pas 3 bilans, le truc, c'est que les banques, ils veulent avoir du recul sur vos activités et donc typiquement, si vous voulez faire un emprunt pour une maison, c'est pas le moment si vous vous lancez. Il faut décaler un peu les 2. Il faut soit vous dire: «Je fais 3 ans de freelance et après je demanderai mon emprunt» ou alors: «Je demande mon emprunt pendant que je suis salarié et après je me lance en freelance». Mais, essayez pas de demander un emprunt quand vous vous lancerez en freelance, ça marche pas. Du coup, il achète cash, ça c'est une petite private joke puisque moi, en tout cas, quand je me suis lancé, j'avais besoin d'un nouveau véhicule. Au début, effectivement, j'ai essayé de faire des emprunts, tout le monde a refusé. Puis en fait, bah, du coup, j'ai pu l'acheter cash parce que j'avais 6 mois d'activité et que j'avais déjà, suffisamment d'argent pour payer ce que je voulais, quoi. Donc, en fait, j'avais demandé un emprunt par réflexe comme quand j'étais salarié, mais en vérité, ça avait, aucun intérêt. Hésitez pas pendant la presse, ouais, à réagir, à poser toutes les questions que vous pourriez avoir ou, voilà, à me dire que je raconte n'importe quoi ou à l'inverse, s'il y a des trucs qui vous parlent, et même si on essaiera de garder du temps aussi à la fin pour les questions, voilà. Donc là, on va arriver sur un sujet qui normalement, devrait vous intéresser. On va parler d'argent et on va en parler très concrètement et je vais comparer, ce qu'on pourrait éventuellement gagner en tant que salarié et ce qu'on gagne en tant que freelance et je commence par, un salaire brut. Alors mon livre avait été écrit en 2019, ça c'est un tableau écrit de mon livre, et à l'époque déjà 42K pour un salaire de SN, c'était plutôt bien. Alors visiblement maintenant les salaires ont encore gonflé en termes de dev, peu importe, vous adapterez les chiffres. Ce qui est sûr, c'est que si vous vouliez gagner 42K brut dans une ESN, en gros, ça vous fait un salaire net mensuel de 2 700 € avant impôt. Pour l'instant, on va vraiment parler de net imposable. Hem
et ça représente 218 jours travaillés. C'est la convention Syntec, vous avez vos 5 semaines de congé et donc ça fait, 218 jours travaillés. Et pour vous payer ce prix-là, en gros, une ESN doit vous vendre environ 462 €. Alors j'explique dans mon livre pourquoi, mais en gros, parce qu'ils ont besoin évidemment de prendre une marge parce que, bah, dans une ESN, alors s'il y en a qui savent pas ce que c'est une ESN, n'hésitez pas à demander. Mais en gros, dans une entreprise, bah, il y a pas que les coûts de dev, quoi. Il faut aussi, payer les infrastructures, il faut payer des gens, des qui vous trouvent des missions, il faut payer des gens qui gèrent les bureaux et cetera. Donc tout ça, ça coûte de l'argent et c'est pour ça qu'ils prennent une marge sur votre TJM et c'est pour ça que vous n'êtes payé que 2 700 € alors que vous êtes vendu chaque jour 460. À temps de travail équivalent, un freelance qui serait en EURL, là l'exemple c'est le l'EURL. En micro-entreprise, ce serait encore plus élevé en vérité, hem, qui travaillerait 218 jours dans l'année, ce que je lui recommande pas, hein, j'ai expliqué juste avant, mais admettons qu'il travaille 210 jours dans l'année. En termes de net imposable, on serait à 4 500 €. Donc on a fait, un peu moins de fois 2. Et donc ça ferait un brut annuel équivalent à 77 000. C'est-à-dire que pour gagner ce salaire-là, si on était dans une ESN, il faudrait demander un brut à 77 000. Alors peut-être qu'il y en a chez vous qui étaient à 77 000 en tant que salarié et on commence quand même à taper dans des salaires, qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Et attention, tenez-vous bien, pour arriver à ce niveau-là de rémunération, il n'a pas besoin de se vendre 462 le freelance, il a besoin de se vendre 385. Ça veut dire que presque 100 € de moins pour un salaire quasiment 2 fois plus élevé. Et donc s'il se disait: «Bah, finalement, pourquoi, finalement, combien de temps il faudrait que je travaille pour gagner autant que quand j'étais salarié?» Alors, attention, hein, là, je mets des grosses pincettes parce que, OK, tu gagnes autant que quand tu étais salarié, mais tu as pas le chômage, tu as pas les complémentaires et cetera. Bon, mettons ça de côté pour l'instant, parce qu'on voit bien que le gap, en fait, il est monstrueux et que du coup, se payer toutes ces complémentaires et même se sécuriser en cas d'arrêt de travail, en fait, c'est pas un problème. Puisque globalement, pour gagner la même chose, il faudrait travailler 132 jours dans l'année. Donc en gros, la moitié de l'année, et à un TJ de 385, ce qui est plutôt bas, hein. Je vous souhaite d'être, plutôt au-dessus, en tout cas quand vous avez un petit peu d'expérience. Donc voilà, en gros, les ordres de grandeur et voilà qui permet de réfléchir et de se dire: «Ah ouais, quand même». Parce que souvent, on sait qu'un freelance, ça gagne beaucoup plus qu'un salarié, mais on n'a pas forcément en tête ces idées-là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que déjà le freelance, en fait, il est pas à 385, il est plutôt au-dessus de 400, voire comme je disais, après on peut monter. Moi, pour vous donner une idée, avant d'arrêter mon activité, que je n'ai pas tout à fait arrêté d'ailleurs, mais en gros, les dernières missions où je bossais encore en freelancing pour faire du conseil et avant d'être CEO full-time chez Super Indep, j'étais à plus de 2 000 € jour. Donc on a commencé à arriver sur des niveaux où bah, voilà, vraiment, j'avais plus besoin de travailler très souvent dans l'année et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis, bah, même si j'avais pas de chômage et cetera, bah, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir lancer une entreprise. Bref, ce qu'on retient, c'est qu'un freelance, ça gagne beaucoup plus, aussi parce que ça prend beaucoup plus de risques. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que, enfin le la petite règle que j'aime bien donner, si vous avez un doute sur comment calculer à peu près votre rémunération nette, en gros, à très grosse maille, vous prenez votre TJM, vous ajoutez un zéro, donc vous faites x10 et globalement, c'est ce que vous allez pouvoir vous payer en salaire net. C'est-à-dire une fois que vous aurez mais quand je dis net, c'est vraiment net, net. Ça veut dire, après impôt, après avoir, payé vos cotisations, après avoir payé vos mutuelles, vos assurances et cetera. En gros, vous pouvez considérer que la moitié de ce que vous allez gagner va partir, heu, dans des cotisations et autres. Et donc ce qui va vous rester, c'est la moitié, vu que normalement vous bossez à peu près 20 jours par mois, bah, du coup ça vous fait x10. Donc voilà, ce mode-là, TJM x10, ça vous donne une approximation certes grossière, mais qui en 10 ans d'expérience, j'ai trouvé a toujours plutôt bien marché. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de vous fixer et de vous dire: «OK, déjà si j'ai 500 € de TJ, ça commence à être sympa, même si je travaille pas à plein temps, j'ai quand même des niveaux qui sont intéressants». Gaspard demande: «Étant junior salarié, je me suis inscrit sur Malte pour avoir quelques missions, soir et week-end, j'ai pas l'impression que c'est la bonne stratégie». C'est pas forcément déconnant, mais tu risques de te cramer, quoi. Hem, s'il faut que tu basses le soir et le week-end, ça va être compliqué pour toi. Comme tu es junior, j'imagine que tu as pas mis un gros TJ, du coup, tu vas te taper beaucoup de missions de merde. Ça, c'est un point important, hein. Le fait d'augmenter son TJ, c'est aussi une façon d'être beaucoup plus sélectif dans ses missions. Alors certes, au début, on peut pas forcément se le permettre, ça vient un petit peu avec le temps.
Moi, je te recommanderais plutôt de te concentrer vraiment sur ton job, d'apprendre le plus possible à ton job et les soirs et week-ends, plutôt que de passer du temps sur Malte à faire des missions pour des gens sans vraiment progresser, intéresse-toi à des meet-up, à des événements, lis des bouquins tech, regarde des conférences en ligne et c'est là, en fait, que tu vas vraiment progresser. Ce sera beaucoup plus intéressant pour toi que d'essayer de gagner tout de suite 3 sous en te mettant sur Malte, à mon avis. Et à la demande, à ce niveau-là, c'est plutôt des missions ponctuelles ou long terme. Oui, en général, quand on est payé 2 000 € au jour, c'est pas 200 jours dans l'année, ça c'est clair. Donc c'est plutôt des missions ponctuelles, mais en gros, c'est des missions d'accompagnement ponctuelles que je pouvais multiplier sur différentes entreprises et c'est ça qui était intéressant pour moi. OK, donc maintenant qu'on a parlé du pourquoi et de comment un freelance gagne bien sa vie, et aussi de pourquoi il gagne bien sa vie justement, admettons que vous ayez l'intention de vous lancer ou peut-être que vous l'êtes déjà, mais alors comment on fait pour choisir le bon statut? En fait, c'est simple, le bon statut, c'est auto-entrepreneur. Voilà, point, slide suivante. Non, je plaisante, je me fais beaucoup rire. Mais je plaisante qu'à moitié parce qu'en gros, quand vous a si vous pour toute activité de freelancing actuellement, si vous avez peu de frais, c'est extrêmement intéressant d'être en micro-entreprise et je dis pas ça juste parce que j'ai une boîte qui accompagne les micro-entreprises. C'est plutôt que j'ai créé une boîte qui accompagne les micro-entreprises parce que, justement, c'est extrêmement intéressant et pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que si vous avez peu de frais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auto-entreprise a été pensée pour que vous n'ayez pas de comptabilité à gérer. La comptabilité, pour quelqu'un comme vous et moi, en gros, c'est: «OK, il faut que je prenne mon compte bancaire et il va falloir que chaque ligne de mon compte bancaire, je le catégorise dans un truc incompréhensible». En général, j'ai le choix entre 150 catégories. Tout ça pour que ça tombe dans la bonne ligne sur un bilan comptable. Tout ça pour qu'à terme, l'État sache exactement combien moi je gagne et combien mon entreprise gagne. Pourquoi? Pour qu'ils puissent m'imposer. Donc ils vont m'imposer, une fois qu'ils sauront combien je gagne, quand j'aurai publié mes bilans et mes liasses fiscales. La micro-entreprise, l'idée, ça a été de dire, bah, plutôt que de regarder ça dans le détail, on va faire une imposition forfaitaire. Donc, au lieu de demander exactement combien ils gagnent ligne par ligne, eh ben, on va leur demander leur chiffre d'affaires et on va juste les imposer sur leur chiffre d'affaires. Du coup, c'est d'une simplicité déconcertante. Au lieu de détailler ligne par ligne tout ce qui rentre et tout ce qui sort, vous dites juste à l'URSSAF tous les mois combien vous avez gagné et eux, ils vous taxent à 22% là-dessus. Et c'est tout ce qu'il y a à faire en gros en auto-entreprise. Je caricature un petit peu, mais c'est l'idée. Pourquoi c'est hyper intéressant en plus si vous avez des frais? Bah, parce que évidemment après eux, il faut quand même qu'ils calculent votre revenu net imposable pour vous imposer. Et comme ils n'ont pas votre bilan pour savoir exactement combien vous avez gagné, bah, en fait, ils font une imposition forfaitaire aussi. Et pour ça, pour un dev, ils vont prendre le chiffre d'affaires, mettons que vous ayez fait 100 000 dans l'année, ils vont appliquer un abattement de 34, donc il y a 66 000, et ben, ils vont considérer du coup que votre revenu net imposable, c'est 66 000. Pourquoi ils abattent 34? Bah, justement parce qu'ils savent pas exactement combien vous avez gagné. Ils savent juste que vous avez payé au moins 22% de cotisations sociales et puis, ils se doutent bien que vous avez des charges parce que vous avez dû payer une mutuelle, vous avez peut-être pris un accompagnement comme Super Indep, vous avez peut-être payé des frais si vous êtes passé par Malte ou par Comet pour trouver vos missions et cetera. Donc dans tous les cas, vous êtes obligé d'avoir des frais et donc eux, comme ils savent pas exactement combien c'est, beh, ils se disent: «OK, on va considérer que voilà, on rajoute 12% comme ça de façon forfaitaire» et heu et et mmh et ça veut dire du coup qu'en fait, si vous avez très peu de frais, bah, c'est hyper intéressant pour vous puisque vous allez être imposé comme si vous gagnez 66 000 alors qu'en vérité, vous gagnez beaucoup plus. Et s'ils avaient eu votre déclaration au réel, bah, ils se seraient rendus compte qu'en fait, vous gagnez pas 66 000 mais 75 000 parce que justement, vous avez très peu de frais. Donc voilà pourquoi la micro-entreprise, c'est complètement imbattable et donc normalement, on pose la question du: «Oui, mais moi, je comprends pas parce que c'est limité en termes de chiffre d'affaires, donc je peux pas le faire si je suis dev» et en fait, si, on peut puisqu'il faut être en fait, pour être obligé de changer de statut, il faut dépasser pendant 2 années le fameux plafond de l'auto-entreprise. Donc certes, potentiellement, vous êtes obligé de changer, mais ça veut dire que dans tous les cas, vous pouvez en profiter pendant au moins 2 ans avant de changer et en plus, si vous avez un peu de souplesse sur votre, facturation et que c'est possible pour vous, si vous ne dépassez qu'un an sur 2, et ben, il y a pas de problème pour garder le statut puisque du coup, vous ne dépassez pas 2 années de suite, donc vous ne sortez pas du statut. Donc voilà, la micro-entreprise, c'est assez imbattable. Mais le jour où vous ne pourrez plus être micro-entrepreneur ou si pour, je ne sais quelle raison, vous ne voulez pas l'être, il vous reste 2 options principalement. En tout cas, si vous voulez être complètement à votre compte, c'est l'URL ou la SASU. Ne me demandez pas pourquoi, la SASU est vachement à la mode, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher et de plus compliqué à gérer. Donc je ne sais pas pourquoi, souvent, il y a même des gens qui sont micro-entrepreneurs qui me disent: «Tu crois pas qu'il faudrait que je fasse une SASU?» Bah non,
En fait, la SASU, c'est pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en c'est un statut qui va être assimilé salarié. Le seul intérêt d'avoir une SASU, justement, c'est qu'éventuellement, ça peut se cumuler avec des statuts comme micro-entrepreneur ou EURL, mais ça a pas vraiment d'intérêt, quoi. Il y a éventuellement une autre stratégie, enfin, un autre truc intéressant, c'est qu'on peut se rémunérer en dividendes en SASU et du coup ne pas toucher de rémunération, et il y a des situations où ça peut être intéressant, si on en a les moyens, de se payer qu'une fois par an et de pas avoir de rémunération au cours de l'année. Mais voilà, on est vraiment dans des niches, en fait, enfin, c'est on peut pas recommander à tout le monde de prendre une SASU. Par défaut, sinon, c'est beaucoup moins pertinent qu'une EURL. L'EURL, c'est la version unipersonnelle de la SARL, qui va pour vous donner une idée, alors attention, il va pas falloir comparer, les pourcentages que je vais donner avec les 22 dont j'ai parlé en auto-entreprise. 22, c'est ce qu'on vous taxe sur votre chiffre d'affaires. Les cotisations, les pourcentages habituellement en EURL et en SASU, on les exprime par rapport à votre revenu enfin à votre revenu. Parce qu'en fait, vous êtes taxé sur ce que vous vous payez. C'est-à-dire si vous, en tant que gérant de URL, vous versez une rémunération de 1 000 €, bah, vous êtes taxé à 45 dessus. Donc pour vous verser 1 000 €, il faut payer 450 € à l'URSSAF. En SASU, pour faire la même chose, il faut verser 850 € à l'URSSAF. Vous êtes taxé à 85 sur votre rémunération en SASU. Pourquoi? Parce qu'en SASU, encore une fois, vous êtes assimilé salarié, donc vous avez droit à tous les le même régime qu'un salarié, sauf que dans tous les cas, vous aurez pas de chômage. Alors qu'en EURL, effectivement, vos protections sociales sont potentiellement moindres, mais encore une fois, vous allez prendre de toute façon des complémentaires qui font que, ce sera largement équilibré. Après, il y a des options, on parle d'IR et d'IS. En fait, quand vous créez une société qui est du coup une personne morale, vous pouvez choisir entre dire que tout ce que gagne tous les bénéfices qui sont dégagés par l'entreprise, vous les gagnez en gros et du coup, vous pouvez potentiellement vous être directement imposé dessus. IR, c'est pour impôt sur le revenu. Donc vous pouvez être imposé sur votre revenu directement sur les bénéfices de votre société ou alors vous séparez les 2 et du coup, vous êtes imposé d'un côté par rapport à ce que vous êtes versé en tant que rémunération et votre entreprise est imposée de l'autre côté par rapport à ce qu'elle a fait comme bénéfice, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, l'IS. Et des fois, c'est intéressant de faire ça parce que, par exemple, si une année vous avez beaucoup gagné, bah, vous pouvez garder un petit peu dans votre entreprise, vous serez moins taxé que si vous versez une rémunération et l'année suivante, bah, ça vous permet d'avoir un petit matelas, soit pour vous rémunérer ou si vous avez du matériel à acheter, enfin voilà. Donc le principal truc à bien comprendre par contre, c'est qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais, justement parce qu'il y a tout ce calcul forfaitaire qui est fait. Donc si vous avez besoin d'acheter, en gros, si vous gagnez 1 000 € et que pour gagner ces 1 000 €, vous avez besoin d'en dépenser 500, bah, vous serez quand même taxé à 22 sur 1 000 €. Alors qu'en EURL, si vous gagnez 1 000 € mais que vous avez besoin d'en dépenser 500 pour gagner ces 1 000, bah, du coup, votre rémunération ne sera que 500, donc vous serez taxé que sur les 500. Mais c'est pour ça que si vous avez peu de frais, ça reste très important, ça reste très intéressant et à l'inverse, si vous avez beaucoup de frais, il faut surtout pas partir en auto-entreprise. Par contre, il y a le sujet de la TVA, auquel il faut bien penser, surtout quand on est dev. Si vous êtes auto-entrepreneur, même si vous êtes auto-entrepreneur et surtout quand vous êtes dev, passez tout de suite à la TVA, comme ça vous la facturez à vos clients et le fait de facturer la TVA, ça vous autorise à déduire la TVA de vos dépenses. Donc c'est un truc, j'en reparlerai un peu après. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Mais en gros, si vous vous lancez en tant que dev et que vous partez sur une micro-entreprise, demandez aussi à passer tout de suite à la TVA. Ce sera plus intéressant pour vous pour récupérer la TVA sur vos dépenses. Il y a principalement 2 trucs, j'en ai pas parlé d'ailleurs pas plus tard que ce matin, sur LinkedIn, à connaître quand vous vous lancez et là, peu importe le statut. C'est l'ACRE, qui s'écrit d'ailleurs maintenant ACRE, peu importe, et le versement libératoire et éventuellement l'ARS. On va parler des 3, mais c'est surtout ACRE et versement libératoire les plus importants. L'ACRE, c'est une réduction des cotisations. Si vous êtes en auto-entreprise, cette réduction, elle est de 50 et elle est valable pendant 3 trimestres plus le trimestre de création. Tout le monde n'y est pas éligible, mais il y a des conditions assez simples pour y être éligible. Il faut soit avoir moins de 26 ans, soit être au chômage, même si vous n'êtes pas rémunéré. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être inscrit à Pôle emploi, même sans que Pôle emploi vous verse, d'aide, vous avez quand même droit à l'ACRE, c'est ce qu'on appelle l'aide à la création ou la reprise d'entreprise. Le versement libératoire, c'est une façon de payer votre impôt sur le revenu directement en pourcentage plutôt qu'au réel. Donc c'est un petit peu le même principe que ces histoires d'estimation qui sont faites, pour l'URSSAF, pour les auto-entreprises. Bah, en fait, vous avez la même possibilité pour votre impôt sur le revenu.
En gros, en tant que dev, vous pouvez choisir de payer 2,2 de votre CA chaque mois pour vous libérer de votre impôt. Du coup, il faut faire les calculs pour voir si c'est intéressant pour vous, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes pas imposable, ce qui est normalement pas le cas si vous êtes dev, mais admettons que vous travaillez très peu parce que vous avez fait le choix de bosser, moins de 100 jours dans l'année et du coup, vous n'êtes pas imposable, bah, dans ce cas-là, il faut surtout pas prendre le versement libératoire parce que sinon, vous payeriez un forfait au lieu de ne rien payer du tout. Mais à l'inverse, si vous y avez droit, alors sachant que pour être éligible, il y a aussi des conditions et en général, cette condition, c'est que sur N-2, donc l'année N-2 par rapport à l'année où on le demande, par exemple, là, si vous voulez le demander en 2024, ce serait sur vos revenus de 2022, il faut avoir gagné moins de 26 000 €, c'est 26 ou 27 000 € en revenus nets imposables. Donc il faut avoir assez peu de revenus à N-2, et par contre, si vous aviez peu de revenus à N-2 et que là, vous savez que vous allez avoir des gros revenus, bah, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut vous faire gagner, pour le coup, des milliers d'euros sur votre impôt sur le revenu. Donc le versement libératoire et l'ACRE. L'ARS, c'est aussi un truc important à connaître. En fait, c'est une aide, surtout, le truc, c'est que, si vous avez droit au chômage, bah, si et que vous êtes en auto-entreprise, typiquement, vous ne pouvez pas, cumuler des revenus d'auto-entreprise et du chômage. Alors, en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez cumuler, mais vous ne pouvez pas cumuler plus que ce que vous auriez gagné si vous étiez au chômage. Donc en gros, si vous gagnez plus avec votre auto-entreprise que votre revenu du chômage, vous n'allez pas pouvoir cumuler les 2. Par contre, il y a une autre solution, enfin, il y a même 2 autres solutions. Déjà, la première, c'est que si vous lancez votre auto-entreprise pendant que vous êtes salarié, potentiellement, vous pourrez le cumuler intégralement avec votre chômage. Ça, c'est un truc qui est peu su et qui est quand même bon à savoir. Et le deuxième truc, c'est que, vous pouvez demander l'ARS et l'ARS, c'est toucher directement votre capital chômage quand vous lancez une entreprise et donc ça peut être une auto-entreprise et dans ce cas-là, vous allez toucher votre capital chômage, alors seulement 45. Par contre, vous le touchez immédiatement au lieu de le toucher en 2 ans. Donc si vous dites que, voilà, vous avez besoin d'un petit capital pour vous sécuriser, pour vous lancer, pour trouver vos premières missions, ça peut être très, très bon à prendre et derrière, comme ça, vous êtes serein pour la suite. Dans tous les cas, donc, il faut bien vous faire accompagner à la création, parce qu'en fait, si vous cochez pas les bonnes cases à ce niveau-là, potentiellement, bah, du coup, vous pouvez perdre des milliers d'euros et c'est quand même un petit peu dommage. Est-ce qu'il y a un statut qui permet d'obtenir un prêt plus facilement? Pas vraiment, en fait, parce qu'à partir du moment où vous allez être gérant, vous allez devoir, prouver votre activité avec des bilans. Il y en a quand même, modulo ce que je viens de dire, il y en a quand même un donc en SASU, comme vous avez des fiches de paye, ça peut quand même être un peu plus simple, mais ça reste des fiches de paye que vous donnez à vous-même, donc ça va pas leur suffire, ils vous demanderont quand même des bilans. Par contre, il y a 2 trucs effectivement qui peuvent marcher pour les emprunts, si c'est un sujet pour vous et que vous voulez quand même vous lancer rapidement. Il y a la CAE dont j'ai pas parlé ici, c'est vrai que j'avais précisé et je voulais en reparler, mais comme on a peu de temps, j'essaye d'aller vite. Hem, En fait, quand vous êtes à votre compte, là, ce que j'ai décrit, donc micro-entreprise, EURL ou SASU, ça veut dire que vous avez votre société, vous êtes à votre compte. Vous avez une autre solution qu'on appelle la CAE, coopérative d'activité, qui vous permet en fait d'adhérer et de vous associer comme si vous étiez en EURL. Vous aurez en gros les mêmes charges que si vous étiez en EURL, sauf que du coup, c'est une coopérative, donc en général, vous avez un comptable, vous avez, un réseau et cetera, donc ça peut être assez intéressant pour se lancer. Hem Et pour le coup, bah, si la coopérative a déjà plusieurs années d'activité, ça peut permettre de justifier aussi facilement, enfin plus facilement l'activité. Et il y a surtout une autre solution, bah, c'est d'être potentiellement en portage salarial. Et donc si vous êtes en portage salarial, bah, c'est comme si vous étiez salarié du point de vue d'un emprunteur et du coup, vous pouvez très facilement, enfin beaucoup plus facilement emprunter si vous êtes en portage que si vous êtes à votre compte. J'ai pas parlé du portage ici parce que, bah, pour le coup, en général, il y a quand même des frais qui sont pas négligeables quand on est en portage et c'est pas du on peut considérer que c'est du freelancing parce que vous travaillez tout seul, mais en tout cas, vous êtes salarié, vous êtes assimilé salarié. Donc certes, en fait, c'est des structures qui jonglent un peu avec la législation et qui vous contraignent pas, même si vous êtes salarié chez eux, mais concrètement, vous êtes salarié chez eux. C'est un petit peu comme une ESN qui serait hyper souple, en fait, les structures de portage salarial. Un petit tips aussi quand vous vous lancez et là, c'est vrai, vraiment peu importe les statuts, pensez à prendre un siège social stable. C'est un petit peu galère en fait, de communiquer avec l'URSSAF au cas où, vous ne le sauriez pas. Nous, c'est notre métier, donc on est bien placé pour le savoir.
c'est jamais amusant et en particulier quand vous déménagez, surtout quand c'est d'une région à l'autre, 1 fois sur 2 les dossiers ils spamment, ou alors ils spamment pas mais ils ont, pris vos cotisations d'un côté puis ils vous les prennent aussi de l'autre ou alors l'inverse, ils vous les prennent d'aucun des 2 côtés puis du coup vous vous retrouvez avec une dette alors que vous avez rien demandé à personne. Bref, si vous arrivez à avoir un siège social stable, ça vous facilitera la vie. Donc si vous êtes jeune, bah, hésitez pas peut-être à faire domicilier chez vos parents. Ou si vous savez que vous allez beaucoup barouder parce que vous avez envie, de voir le monde et tant mieux pour vous. Dans ce cas-là, prenez plutôt une société de domiciliation pour garder quand même, votre siège à un endroit bien précis et vous éviter de devoir, vous taper des procédures à chaque fois que vous changez de pays ou voilà. Ça, je le répète à peu près, 8 fois par semaine, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon métier maintenant. Privilégier les échéances mensuelles. Là encore, peu importe le statut. C'est vrai pour l'URSSAF, c'est vrai pour la TVA, c'est vrai pour la CFE, je vais en parler un petit peu. C'est vrai pour l'impôt sur le revenu. En fait, il y a énormément de choses que vous pouvez mensualiser et qu'il faut mensualiser si vous pouvez. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, payez vos cotisations en mensuel et si vous êtes à la TVA, payez votre TVA en mensuel. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un truc dont personne ne vous parle en général. Quand vous vous lancez, vous recevez un formulaire de vos des impôts pro justement, qu'on appelle le formulaire de déclaration initiale de CFE qui vous demande, quelle est votre surface, occupée par votre établissement. En fait, c'est une sorte de taxe d'habitation pour professionnels. Donc un professionnel qui a un établissement, il va payer un impôt en fonction de, là où se trouve son établissement, de sa taille et cetera. Du coup, en général, vous allez me dire: «Oui, mais moi, en tant que freelance, j'ai pas vraiment d'établissement, mon bureau, c'est chez moi et ça fait même pas 2 mètres carrés. Je vais quand même pas être taxé pour ça». Eh ben si, vous allez être taxé pour ça parce que vous êtes un professionnel et que du coup, vous devez y payer cette cotisation qui est un impôt local. Mais, il faut savoir déjà que vous êtes exonéré la première année. C'est pour ça que souvent d'ailleurs vous en entendez pas parler, et que d'un seul coup ça vous tombe dessus et vous comprenez pas d'où ça vient. Et vous êtes aussi exonéré si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Et vous pouvez en plus être exonéré suivant là où vous êtes. C'est-à-dire que comme c'est un impôt local, bah, il y a des endroits qui décident de ne pas le faire payer, justement pour essayer d'attirer des entreprises chez eux. Mais ça, en plus, ça peut changer d'une année sur l'autre, donc c'est même pas prédictible. Chaque année, en gros, ils décident s'ils vont faire payer cet impôt ou pas, exactement comme votre taxe d'habitation. Suivant où vous habitez, c'est pas la même, vous la payez, ou pas. Alors je crois pas qu'il y ait des gens je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient exonérés de taxe d'habitation, mais en tout cas, c'est le même principe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous créez, votre, société, là encore, peu importe le statut, c'est très important de bien aller payer vos cotisations en ligne, donc de bien créer vos comptes en ligne pour l'URSSAF et pour les impôts professionnels. Donc ne confondez pas le site des impôts particuliers et le site des impôts professionnels. Le site des impôts professionnels, vous en aurez besoin si vous payez de la TVA, ce que je vous recommande encore une fois si vous êtes, dev et aussi pour payer votre CFE, même si vous ne voulez pas payer de TVA. Donc, mensualiser un maximum de choses, c'est ce qui vous donnera beaucoup plus, de visibilité sur votre trésorerie et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, j'en ai pas reparlé, mais en fait, c'est aussi un des très gros intérêts de la micro-entreprise et que c'est le seul statut aujourd'hui en France et de loin, qui vous permet de ne payer que si vous gagnez quelque chose. Donc en fait, tant que vous gagnez rien, vous avez rien à payer et si vous encaissez quelque chose, vous êtes taxé sur ce que vous encaissez. Donc vous aurez forcément l'argent pour le payer puisque justement vous venez de l'encaisser. Donc ne faites pas l'erreur comme beaucoup de gens de déclarer ce que vous avez facturé. Votre chiffre d'affaires en micro-entreprise, c'est bien ce que vous avez encaissé, c'est ça qu'il faut déclarer à l'URSSAF. Donc ça, c'est vraiment génial parce que je vous explique comment ça se passe si vous êtes en EURL ou en SASU. Ils aimeraient bien pouvoir vous taxer, mais ils savent pas comment vous taxer quand vous vous lancez puisqu'ils connaissent pas vos revenus. Puisqu'ils connaissent pas vos revenus, bah, ils vont vous taxer de façon forfaitaire. C'est pour ça d'ailleurs que même si vous ne gagnez rien, bah, vous allez quand même payer de l'URSSAF, parce qu'en fait, de façon forfaitaire, ils vont prendre un revenu en se disant: «Bah, voilà, on estime que quelqu'un qui se lance en EURL, en moyenne, il fait tant, donc on vous taxe de tant». Donc vous payez même si vous ne gagnez rien. Et surtout, et c'est le plus ennuyeux, du coup, comment ils font après pour savoir, imaginons donc là, vous vous lancez en 2023. Donc en 2023, OK, ils vous taxent de façon forfaitaire. Du coup, en 2024,
Là, vous allez faire votre déclaration comptable, votre bilan, vos liasses fiscales et donc ils vont savoir exactement combien vous avez gagné, donc ils vont savoir exactement combien vous taxez et là, ils vont se dire: «Ouh là, mais attends, on lui a mis le forfait minimum alors qu'en fait, il a gagné 80 000 €. Ah bah, du coup, il faut qu'on fasse le rattrapage». Donc là, vous allez vous trouver à payer un rattrapage, des impôts et de l'URSSAF monstrueux, et en plus, c'est dommage parce que si ça se trouve, c'est l'année où vous vous étiez dit: «Bah, attends, vu que j'ai fait une super année 2023, en 2024, je vais y aller mollo, je vais faire que 30 000 – 40 000 € de CA». Et du coup, vous vous retrouvez à payer extrêmement cher l'année où potentiellement vous avez décidé de bosser moins. Et donc c'est très, très chiant cet effet de yo-yo et c'est très difficile à gérer, et c'est vraiment ce qu'on appelle le pilotage de trésorerie. C'est pas évident, même quand vous avez un comptable, croyez-moi, de savoir exactement combien vous allez pouvoir vous payer, pourquoi, combien vous allez payer et cetera. Et donc ça, c'est un problème typiquement que vous n'avez pas avec la micro-entreprise. Mais en tout cas et dans tous les cas et peu importe le statut, vous pouvez mensualiser un maximum de choses pour éviter que cet effet justement de yo-yo soit trop violent. Alors Wendy, par contre, je suis désolé, j'ai pas compris la question. Quid d'avoir un médiateur? Qu'est-ce que tu appelles un médiateur? Hésite pas à me préciser. Et est-ce que le compte bancaire pro est obligatoire? Oui, et peu importe l'activité, c'est obligatoire si vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Même si c'est pas une obligation en dessous de 10 000 €, c'est franchement recommandé. Et d'ailleurs, il y a un truc important à savoir, d'ailleurs je vais vous le mettre ici. Quand vous avez un compte pro, notamment en payez de la TVA, c'est qu'en fait, il faut que ce compte il soit éligible au prélèvement B2B. Et typiquement, toutes les banques en ligne type, Boursorama, bon ING ça existe plus, mais bon, toutes les banques en ligne gratuites, N26, Boursorama et cetera, en fait, ça ne fonctionne pas, pour payer des prélèvements B2B. Donc partez plutôt sur voilà, sur des banques pro ou sur des banques, traditionnelles qui en général le supportent, mais voilà. Voilà le lien pour, qui parle donc qui donne plus d'infos sur la gestion d'un compte bancaire en tant qu'auto-entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, il fallait avoir un médiateur en cas de litige. Bah, je comprends pas la question parce que, enfin, moi, j'accompagne des milliers d'auto-entrepreneurs comme je le disais et je pense pas qu'il y en ait un seul qui passe par un médiateur. Enfin, en cas de litige, tu veux dire avec l'URSSAF ou avec tes clients? Enfin, en fait, j'ai envie de dire dans tous les cas, c'est pas lié aux auto-entrepreneurs, c'est n'importe quel freelance, il peut se retrouver à avoir des litiges, que ce soit effectivement avec l'URSSAF ou avec les clients et dans tous les cas, potentiellement, tu pourras faire l'appel à un médiateur, mais tu feras appel à un médiateur si tu as un litige. Tu vas pas, par défaut, passer par un médiateur, voilà. Moi, en tout cas, je te dis, j'ai accompagné des milliers de personnes. Ça m'est jamais arrivé, parce que même quand il y a des impayés, en général, bah, à la limite, on fait une croix dessus parce que c'est moins chiant que d'aller en justice pour essayer de la récupérer. Et donc je connais pas de personnes qui sont passées par des médiateurs. Après je comprends, enfin qu'on puisse se poser la question, mais ce qui est sûr, c'est que ça dépend pas du statut. Effectivement, quand tu es en freelance, tu t'exposes potentiellement au risque d'impayé. J'en parle aussi dans mon livre d'ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est surtout qu'il faut bien te renseigner sur l'entreprise avant d'aller y bosser et notamment, poser des questions aux salariés qui sont déjà en place. Comment ça se passe? Voilà, est-ce que la boîte se porte bien? Pas hésiter à aller consulter les bilans qui sont normalement disponibles en ligne. Voilà. Parce qu'en effet, à partir du moment où vous êtes client d'une boîte, vous devenez créancier et si cette boîte, elle fait faillite entre-temps, bah, en fait, elle ne peut pas vous payer et vous, vous pourrez pas toucher votre argent et légalement, il y a aucun moyen de le récupérer, si la boîte a effectivement fait faillite. Et enfin donc les assurances, comme promis, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 4: RC Pro, mutuelle santé, prévoyance, retraite. RC Pro, bah, c'est en cas de problème, professionnel. Prenez-en une quoi qu'il arrive, même si c'est pas obligatoire franchement. On pense effectivement, bah, quand on est dev, on se dit: «Ah ouais, c'est vrai que je pourrais péter la prod ou faire un RM étoile, sur un serveur important, ce serait quand même pas cool». Mais en fait, il y a des cas beaucoup plus débiles que ça, et c'est souvent des cas beaucoup plus débiles que ça. Genre, vous arrivez sur le parking et en fait, vous emboutissez la voiture du patron, vous renversez votre café sur le PC, du chef de projet, qui perd tout. C'est plutôt des conneries comme ça en général que des vrais, soucis de prod, en tout cas moi que j'ai vu dans ma carrière, et à ce moment-là, vous êtes bien content d'avoir une RC Pro. Donc c'est vraiment, aucun intérêt de vous en passer, ça coûte vraiment pas très cher par mois.
regardez ce sujet-là. La mutuelle santé, bon, bah, là, en général, j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est très important, mais par contre, il faut bien comprendre effectivement que quand vous étiez salarié, vous en aviez une qui était inclus, dans parce que vous étiez salarié. En fait, votre entreprise est non seulement obligée de vous en proposer une, mais en plus obligée de la prendre en charge à 50 au moins. Et donc, bah, là, vu que vous êtes à votre compte, vous avez plus de mutuelle si vous ne passez pas, si vous ne demandez si vous n'en prenez pas. S'il y en a qui ont déjà fait l'expérience de ne pas avoir de mutuelle, bah, je vous garantis que ça fait très, très bizarre, hein. Là, vous vous rendez compte du vrai prix de la santé et en général, ça vous fait pas rigoler. Donc certes, vous avez la sécurité sociale, mais en fait, la sécurité sociale, elle prend vraiment 3 fois rien, quoi. Typiquement, si vous devez passer une journée à l'hôpital, vous aurez 0 remboursement si vous n'avez pas de mutuelle. Donc c'est indispensable. Le gros avantage du coup, comme vous êtes à votre compte, c'est que vous allez vraiment pouvoir prendre un truc adapté à votre situation, là où avant vous en imposez une par rapport à votre entreprise. La prévoyance, c'est indispensable aussi. Souvent, les organismes qui proposent des mutuelles proposent aussi des prévoyances. C'est ce qui va vous permettre de continuer à toucher vos revenus en cas de maladie ou d'arrêt de travail. Donc justement, j'en parlais tout à l'heure. Si vous arrêtez de travailler, vous gagnez plus rien. Et donc si vous arrêtez de travailler, mais que c'est pas votre volonté, bah, c'est très important d'avoir une prévoyance pour continuer à assumer quand même, bah, tout ce que vous avez à assumer, parce que sinon ça peut être très compliqué. Heu, donc je touche du bois, j'ai jamais, connu de freelance qui se soit retrouvé dans des situations très difficiles à cause de ça, mais il faut bien comprendre que si vous avez un arrêt de travail prolongé et que vous avez pas de prévoyance, vous avez 0 revenu. Donc c'est vraiment là encore, c'est pas optionnel, quoi. Et de la même façon, la prévoyance, en fait, elle est inclue quand vous êtes salarié, vous en rendez pas compte, mais vous savez bien que si vous avez un arrêt de travail quand vous êtes salarié, bah, vous êtes quand même payé. Et bah, là, c'est le même principe. Si vous voulez continuer à toucher des revenus sans travailler, il faut prendre une prévoyance. Et enfin, la retraite, et là, c'est un peu le même principe que pour la santé. Certes, il y a une retraite de base, mais elle est vraiment pas ouf. Donc, prenez une complémentaire retraite. On appelle même ça une supplémentaire retraite pour être précis. Et ou en tout cas, pensez-y. C'est-à-dire que si, parce qu'une complémentaire retraite, c'est quasiment ce qui coûte le plus cher, hein. Enfin, avec la prévoyance, qui peut coûter très cher aussi suivant le niveau de protection que vous voulez. Mais en gros, voilà, on va parler potentiellement, le tout cumulé, on peut arriver facilement à entre 100 et 500 € par mois, quoi. Si vraiment vous cumulez RC Pro, mutuelle, prévoyance, retraite et que vous voulez vraiment des bons trucs. Hem et donc si vous dites: «Ouais, non, moi plutôt que de payer 200 balles par mois une retraite, je préfère investir 200 balles par mois dans un emprunt pour, me payer un appartement pour avoir une rémunération à la retraite», c'est comme vous voulez, vous gérez votre retraite comme vous voulez. Mais en tout cas, pensez-y, et en général, de toute façon, vous avez juste, pas envie de mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc le mieux, c'est de prendre une supplémentaire retraite et d'investir dans l'immobilier aussi, pourquoi pas, si vous en avez les moyens. Comme ça, vous serez à peu près sûr d'avoir votre retraite, malgré tous les sujets du moment. Voilà, je suis allé un petit peu vite, je suis désolé, mais c'était, assez dense et je voulais quand même essayer d'aller au bout. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions, sachant que si, il vous reste des questions, vous pourrez les envoyer à contact@superindep.fr et que je serai ravi d'y répondre, bah, directement par mail. Et effectivement, j'ai 3 exemplaires de code freelance que j'ai retrouvés dans mon placard là, quand j'ai préparé cette présentation. Et donc je me suis dit: «Bah tiens, un truc qui serait sympa, ce serait de le proposer si jamais il y a des gens du coup qui hésitaient encore et qui se disent: "Bah tiens, je vais me lancer et je vais me lancer avec Super Indep" et qui du coup s'inscrivent chez nous. Précisez bien que vous venez de la part de Comet, suite à ce webinar et j'aurai le plaisir de vous envoyer la deuxième édition de mon livre. Et voilà, franchement, si vous voulez vous lancer ou même d'ailleurs si vous êtes déjà lancé, ça va vous donner plein de tips, sur comment être dev freelance. Et l'autre truc, c'est, ouais, Super Indep, effectivement, j'ai parlé de comment on pouvait accompagner pour la création, mais si vous êtes déjà en activité et notamment si vous avez des problématiques de TVA, on va vraiment beaucoup pouvoir vous aider aussi. En fait, c'est simple en général, si vous pensez que vous avez besoin d'un comptable, c'est que vous avez besoin de Super Indep. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup tout le monde. Alors je vois que le sondage du début a un peu évolué entre-temps. À côté de la crainte, administrative, il y a l'insécurité financière qui a c'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit d'ailleurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est effectivement, on n'a plus ce revenu, récurrent d'un salaire et on n'a plus le chômage, donc qui peut vraiment, faire un petit peu peur. Mais honnêtement, vu les différences de rémunération, dont on a parlé, en tant que dev, en tout cas, c'est vraiment pas un problème. Parfait. Je vois qu'il y a pas beaucoup de questions, donc ça veut dire que c'était très clair. Donc merci beaucoup Sans Emilia doute. pour ton temps.
et du coup, on vous a mis le lien pour que vous allez checker le site de Super Indep. Donc vraiment merci beaucoup pour votre temps, c'était super clair. Ah si, il y a une petite question, dernière question de Ala. Ouais, Ala, donc qui dit: «Est-ce que le marché est propice en ce moment? J'ai entendu que c'était mieux l'année dernière». Franchement, moi, comme je te disais, j'ai aidé, tout un tas de gens, y compris des gens qui se sont lancés pendant le covid, y compris des gens, moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, alors plus personne s'en rappelle maintenant, mais 2008, c'était la fameuse, crise financière, soi-disant on allait tous mourir, soi-disant il y aurait plus aucun dev dans 5 ans parce que de toute façon, on allait tous être remplacés, par des indiens, et cetera, et cetera. Un peu la même chose qu'on entend, le même genre de conneries qu'on entend aujourd'hui au sujet de l'IA, qui va tous nous remplacer aussi. Heu, d'une année sur l'autre, honnêtement, oui, peut-être que l'année dernière, c'était légèrement mieux que cette année. Dans tous les cas, en fait, le marché pour les devs, il est hyper porteur et il est beaucoup plus, enfin, je veux dire, tu vois, même si, si nous on galère toujours moins que la plupart des autres professions, en fait. C'est ça le truc et donc bah, peut-être que le marché était un peu plus porteur l'année dernière, mais en tout cas, dans l'asso ActureJob dont je parlais au début, bah, aujourd'hui, je connais personne qui a pas de mission. Nous, on recrute chez Super Indep, je connais plein d'autres startups qui recrutent. Voilà, je pense pas que, je pense pas que ce soit horrible, en tout cas en termes de marché, ça se passe très bien, comme d'habitude. Merci, merci Ala pour ta question, merci Redouane, merci Elon, merci Quentin et merci Emilien du coup. J'espère qu'on pourra se retrouver prochainement, peut-être pour un autre webinaire et puis voilà, on vous souhaite une excellente journée à tous. Merci, avec plaisir. Bonne journée tout le monde. Bye bye, Au revoir. ciao ciao.